Je m'appelle Jeanne. J'ai 72 ans. Et ce matin, on m'a demandé de quitter la maison. Pas un hôtel. Pas une chambre louée. Ma maison. Celle où j'ai vécu 38 ans. Celle que j'ai nettoyée, chauffée, remplie de rires et de bouillon de poule. Celle que j'ai tenue debout quand mon mari ne le pouvait plus. Et pourtant, ce matin, un jeune homme en costume m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, d'un ton neutre. Vous devez partir aujourd'hui, madame. La maison appartient à ses enfants. J'ai rien répondu. J'ai juste regardé le sol. Comme si le carrelage pouvait me sauver. Tu veux que je te dise? Je crois que je le savais. Depuis longtemps. Mais je n'ai jamais voulu y penser. Je m'appelle Jeanne, et je suis cette femme qu'on applaudit doucement à l'enterrement, celle qui a été formidable avec lui, courageuse jusqu'au bout. Mais une fois la terre retombée sur le cercueil, je suis redevenue personne. Et ça fait plus mal que tout. Tu veux savoir comment j'en suis arrivée là? Tu veux comprendre comment une femme peut tout donner pendant 12 ans, et se retrouver à plier ses affaires dans un sac plastique Carrefour? Alors écoute. Je n'ai jamais été quelqu'un d'extraordinaire. Je viens d'un petit village entre Orléans et Tours. Fille d'ouvrier, j'ai quitté l'école à 16 ans pour aider maman. J'ai travaillé dans une boulangerie, puis comme aide-soignante dans un centre pour personnes âgées. C'est là que j'ai appris à tenir une cuillère, un regard, une main. C'est là aussi que j'ai compris que les gens meurent toujours un peu avant leur dernier souffle. Et puis j'ai rencontré André. Un homme droit, silencieux, pas bavard mais solide. On s'est mariés en 1984. Il avait 2 enfants d'un premier mariage, Sylvie et Marc. Ils vivaient chez leur mère, mais venaient les week-ends. J'ai tout fait pour qu'ils m'aiment. J'ai cuisiné des lasagnes, j'ai cousu des ourlets, j'ai aidé pour les devoirs. Et même si j'étais, Jeanne, jamais, maman, je ne leur en ai pas voulu. Le temps a passé. On a vieilli comme on vieillit à deux, lentement, avec des petits rituels. Moi, le marché le samedi. Lui, le café au PMU le dimanche. Et puis un jour, André a commencé à oublier des mots. Puis des phrases. Puis des gestes. Je me souviens encore du jour où il a mis sa chemise à l'envers, et qu'il s'est mis à pleurer. Pas de rage. De honte. On est allé voir le médecin. Puis un spécialiste. Diagnostic, maladie d'Alzheimer. Début modéré. Tu sais ce que ça veut dire, modéré? Ça veut dire que la chute est là, mais en slow motion. Que tu vas le voir partir morceau par morceau, sans pouvoir rien faire. J'ai pris un grand souffle. Et j'ai dit. On va y aller pas à pas. Ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Pendant 12 ans. Je me suis levée la nuit quand il criait. Je l'ai lavé, nourri, changé. Je lui ai raconté la même histoire 10 fois d'affilée. Je l'ai protégé des regards dans le supermarché quand il se mettait à parler à haute voix. Je n'ai pas voyagé. Je n'ai pas vu mes amis. Je n'ai pas eu de vacances. Je n'ai pas eu de vie. Mais je n'ai jamais regretté. Parce que c'était lui. Et qu'on n'abandonne pas quelqu'un qu'on aime, même quand lui vous oublie. Ses enfants? Ils passaient. Pour les fêtes. Avec un pot de confiture, une orchidée achetée à la station-service, et toujours le même regard. Jeanne gère. Elle sait faire. Et moi, je souriais. Je disais que ça allait. Je les excusais. Et pendant ce temps, je m'effaçais. André est mort il y a 3 semaines. Doucement. Comme une chandelle qui s'éteint dans une pièce déjà sombre. Je l'ai veillé seule. Je lui ai tenu la main jusqu'au bout. Je lui ai murmuré des souvenirs qu'il ne reconnaissait plus. Et quand tout a été fini. Quand j'ai refermé la porte de notre chambre une dernière fois. Je me suis retrouvée avec un silence plus lourd que sa mort. Aujourd'hui, Sylvie et Marc sont venus. Avec le notaire. Et là, j'ai appris ce que je refusais de voir. La maison est au nom d'André seul. Aucune donation, aucun testament. Rien. J'ai vécu ici, oui. Mais je n'existe pas sur le papier. Et le papier, lui, ne pardonne pas. Ils m'ont dit.
On vous laisse quelques jours, bien sûr. Mais on a besoin de vendre rapidement. Comme si c'était un logement Airbnb. Comme si ma vie tenait sur un planning Excel. Alors je vais faire ma valise. Je vais emporter ce que je peux. Mais avant ça, je vais raconter. Pas pour me plaindre. Pour qu'on sache. Pour qu'une autre femme, quelque part, ne finisse pas comme moi. Je me souviens très bien du premier oubli. C'était un mardi. Il faisait gris, pas froid mais humide. On était chez nous, à la cuisine. Je préparais un gratin dauphinois, son plat préféré. André lisait le journal, comme toujours. Enfin, il tournait les pages, mais je voyais bien qu'il ne lisait plus vraiment. Et soudain, il m'a regardé, les yeux vides. Il a dit. Tu peux me redire comment tu t'appelles déjà? Je me suis figée. J'ai cru qu'il plaisantait. Je lui ai souri, un peu tendu. C'est une blague? Il a froncé les sourcils, confus. Non, mais, j'ai un trou. Ça va me revenir, hein. Et là, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Pas un oubli passager. Pas une fatigue. Une faille. Il a recommencé 2 semaines plus tard. Il a confondu la salle de bain avec la cuisine. Il s'est perdu en allant chercher le pain à 2 rues. Il m'a appelé Hélène. Sa sœur morte depuis 20 ans. J'ai eu peur. Pas pour moi. Pour lui. Parce que je voyais dans ses yeux ce qu'aucun médecin ne pourra jamais expliquer. La panique de celui qui sent son esprit lui glisser entre les doigts. On est allé voir le docteur Bernard. Un homme doux, patient, humain. Il a pris le temps. Il nous a écoutés. Puis il a dit. On va faire des examens. Mais je pense qu'on est au tout début d'une maladie d'Alzheimer. Et là, je me suis tue. Parce qu'au fond de moi, je le savais déjà. Mais l'entendre à voix haute, c'était autre chose. Comme si un juge venait de prononcer une condamnation à perpétuité. Pas pour lui. Pour nous deux. André, lui, a gardé le silence tout le trajet du retour. Puis, arrivé à la maison, il a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Si un jour je deviens un fardeau, je veux que tu partes. Je l'ai regardé. Longtemps. Et j'ai répondu. Si tu t'oublies toi-même, je te rappellerai qui tu es. Chaque jour. Jusqu'au bout. Les mois qui ont suivi ont été les pires, et les plus tendres. Parce qu'il y avait encore des jours bons. Des jours où il me regardait et disait. Tu sais que t'es jolie, Jeanne. Des jours où il se souvenait de la recette de ses lentilles. Où il me racontait une anecdote d'enfance. Où il riait. Mais ces jours-là devenaient rares. Le reste du temps, c'était des répétitions. Des « on mange quand », même après avoir fini l'assiette. Des « où est la salle de bain », alors qu'elle était à 2 pas. Des nuits entières à déambuler, en robe de chambre, à la recherche de « la gare » ou de « ma mère ». J'avais supprimé toutes les serrures. J'avais collé des étiquettes sur les portes, cuisine, toilette, ta chambre. J'avais installé une alarme discrète, au cas où il sortirait seul. Et je ne dormais plus que d'un œil. Ces enfants? Ils appelaient une fois par mois. Comment ça va, papa? Tu tiens le coup, Jeanne? Je répondais. On fait aller. Et eux disaient. Bon courage, tu es formidable. Puis ils raccrochaient. Et moi, je reprenais là où j'en étais. La toilette. Le café tiède. Le traitement du soir. Mais malgré tout ça, il y avait encore de l'amour. Pas comme avant. Il ne me prenait plus la main naturellement. Il ne me disait plus « je t'aime ». Il ne se souvenait plus de notre anniversaire de mariage. Mais parfois, il me regardait avec une tendresse qui venait d'un endroit plus profond que la mémoire. Un jour, il m'a demandé. Est-ce qu'on s'est aimé, toi et moi? Je lui ai répondu. Oui. Et on s'aime encore. Même si c'est moi qui m'en souviens pour 2. Il a souri. Et il a dit. Alors c'est assez. Je me suis battue contre tout. La paperasse, les rendez-vous médicaux, la fatigue, les doutes.
J'ai dû me battre pour qu'il reste à la maison. Les médecins me proposaient des structures, des EHPAD. Mais moi, je voulais qu'il finisse sa vie là où il l'avait vécue. Avec ses rideaux. Ses photos. Son fauteuil. Et je voulais être celle qui l'accompagne jusqu'au bout. Pas une aide-soignante en blouse verte. Moi. Parce qu'il m'avait choisi. Et qu'on ne quitte pas celui qu'on aime quand il devient difficile à aimer. Un jour, il ne m'a plus reconnu du tout. Il s'est levé, m'a regardé avec panique. Il m'a demandé. Vous êtes qui? J'ai senti mon cœur se briser. Physiquement. Comme une assiette qu'on lâche trop vite. Mais j'ai respiré. Et j'ai dit doucement. Je suis Jeanne. Et je suis là pour toi. C'est tout ce que tu dois savoir. Il m'a regardé longtemps. Puis il a hoché la tête. Comme un enfant à qui on dit que tout ira bien. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais regretté. Pas une seconde. Parce que dans ces moments où il était totalement perdu, il y avait toujours une petite étincelle. Un frisson quand je posais ma main sur la sienne. Un sourire quand je lui chantais sa vieille chanson préférée. Une larme silencieuse quand je lui lisais des lettres qu'il m'avait écrites, autrefois. J'étais son encre. Et même s'il ne savait plus mon prénom, il savait que j'étais son port d'attache. Quand André est mort, je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas couru dans les couloirs, je n'ai pas arraché mes cheveux comme dans les films. Je suis juste restée là, assise au bord du lit, à lui tenir la main qui était déjà froide. Et j'ai attendu. Comme s'il allait rouvrir les yeux et me dire. Je suis fatiguée, Jeanne, je vais faire une petite sieste. Mais cette sieste-là, elle ne finirait jamais. Il est mort tôt le matin, à 5h32 exactement. Le soleil commençait à pointer. Le rideau flottait légèrement. Il respirait à peine depuis la veille. Et puis, il a expiré. Lentement. Comme une dernière phrase qu'il n'avait plus la force de dire. Je me suis levée. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai dit tout bas. C'est bon mon amour. Tu peux partir. Je suis là. Et c'est tout. Je crois que je n'ai jamais été aussi calme. Parce que la peine, la vraie, elle ne vient pas tout de suite. Elle arrive plus tard. Quand les gens sont partis. Quand la maison est vide. Quand tu tends encore 2 tasses le matin, avant de te rappeler que l'autre n'est plus là. J'ai lavé son corps. Moi-même. Je l'ai fait comme je l'ai toujours fait, avec respect, avec tendresse. J'ai mis sa chemise préférée. Celle en coton bleu pâle. Celle qu'il portait pour les grandes occasions. Je l'ai coiffée. Je lui ai mis un peu d'eau de Cologne sur les tempes. Il avait l'air paisible. Presque jeune. Les pompes funèbres sont arrivées. Ils ont été corrects, professionnels. J'ai signé les papiers. J'ai organisé la cérémonie. Ses enfants? Ils sont venus, oui. Sylvie a pleuré bruyamment, comme pour rattraper le temps perdu. Marc est resté en retrait, les bras croisés, l'air fermé. Ils m'ont remercié du regard. Pas un mot de plus. À l'enterrement, j'ai vu des gens que je ne connaissais même pas. Des collègues à lui d'avant, des cousins lointains, des voisins. Tous me disaient. Il a eu de la chance de vous avoir. Vous avez été admirable, Jeanne. On ne voit plus beaucoup de femmes comme vous aujourd'hui. Et moi, je disais merci. Je serrais les mains. Je faisais la brave. Mais au fond, je pensais. Et maintenant? Qui je suis, moi, sans lui? Parce qu'on ne parle jamais de ça, tu sais. Qu'est-ce qu'il reste de toi, quand celui pour qui tu t'es effacé pendant 12 ans disparaît? Quand t'as tout donné, ton corps, ton temps, ton sommeil, ta santé mentale. Et qu'on t'applaudit gentiment au cimetière? Mais qu'ensuite on te laisse seul avec les draps froids. La semaine qui a suivi, j'ai rangé ses affaires. Pas tout. Juste un peu. J'ai laissé ses pantoufles près du lit. Sa veste sur la chaise. Comme si une partie de moi refusait encore d'accepter que c'était fini. J'ai allumé la radio, mais je l'ai vite éteinte. Je parlais toute seule dans la maison. Je lui parlais.
Je lui racontais ce que j'avais fait dans la journée. Je râlais comme s'il m'écoutait encore. Je disais. J'ai encore oublié d'acheter du sucre. T'aurais râlé, hein? C'était ridicule. Mais c'était ma façon de survivre. Et puis un matin, Sylvie a frappé à la porte. Elle n'avait jamais frappé avant. Elle entrait toujours comme chez elle. Mais cette fois, elle a frappé. Et j'ai senti, immédiatement, que quelque chose avait changé. Elle est entrée. Elle a enlevé son manteau. Elle a dit bonjour. Et puis, elle a sorti une enveloppe de son sac. Un courrier. Un papier officiel. Un rendez-vous chez le notaire. Je l'ai regardé, perdu. Elle a dit. C'est pour discuter de la succession. J'ai répondu, un peu étonnée. Succession? Je ne comprends pas. Elle a pris un ton doux, mais un peu mécanique. Le ton de quelqu'un qui lit un script. La maison est au nom de papa uniquement. Il n'y a pas eu de donation entre époux, ni de testament. Donc légalement, elle revient à Marc et moi. Je me suis figée. Je croyais rêver. Je lui ai dit. Mais, j'ai vécu ici 38 ans. C'est ma maison. Elle a souri, tristement. Je sais. Mais ce n'est pas toi qui l'as acheté. Et rien n'a été régularisé. Je suis restée sans voix. Je n'avais jamais pensé à ça. Parce que pour moi, ce qu'on a construit ensemble était à nous. Pas à lui. Pas à moi. À nous. Elle a continué. Écoute, on ne veut pas te mettre dehors. Tu peux rester un petit moment. Mais il va falloir vendre. On a besoin de récupérer notre part. Notre part. Je crois que c'est là que j'ai compris. Que pour eux, j'étais, une pièce rapportée. Une gardienne. Une compagne de maladie. Mais pas de famille. J'ai refermé la porte derrière elle. Et je me suis effondrée. Pas de larmes. Pas de cris. Juste effondrée. Physiquement. Moralement. Comme si on m'avait enlevé l'oxygène. Tu vois, je n'ai jamais voulu de médaille. Je n'ai jamais demandé qu'on me célèbre. Mais je pensais, bêtement, qu'après tout ce que j'avais fait, j'avais au moins gagné le droit de rester chez moi. Quand la porte s'est refermée derrière Sylvie, j'ai eu l'impression qu'un froid s'était installé dans toute la maison. Un froid qui ne venait pas de dehors. Un froid humain, glacial, sans bruit, sans courant d'air. Un froid fait de non-dits, de politesses cruelles, de phrases propres qui cachent des coups sales. Elle m'a laissé 2 semaines. Pas par bonté. Par convenance. Pendant ces 2 semaines-là, j'ai commencé à regarder ma maison autrement. Plus comme un foyer. Mais comme un décor qu'on me prêtait. Une pièce de théâtre dans laquelle je n'avais plus de rôle. Chaque objet semblait sur le départ. La table du salon? Elle était à André. Le fauteuil? Il était là avant moi. La bibliothèque? Cadeau d'un de ses enfants. Même la tapisserie, je me suis surprise à me demander, est-ce que je l'ai choisie, moi? Et à chaque fois que je croisais mon reflet dans une vitre, je me disais. Je ne suis qu'une invitée ici. Marc n'a jamais appelé. Pas un mot. Pas un message. Sylvie non plus. Aucun, comment ça va? Aucun, tu as besoin d'aide pour faire les cartons? Rien. Le vide. Un silence dur, tranchant, humiliant. Et ce silence-là, je te jure, fait plus mal que n'importe quelle gifle. Parce qu'il dit. Tu n'es pas importante. On a fini avec toi. Je me suis mise à ranger. Pas parce que j'étais prête. Mais parce que je ne voulais pas qu'ils aient à le faire. Je ne voulais pas qu'ils touchent à mes affaires. Je ne voulais pas qu'ils jettent, comme on jette une vieille chemise, les petits morceaux de ma vie. J'ai plié mes robes. J'ai trié les photos. J'ai emballé les livres que j'aimais. J'ai laissé ceux que je n'avais jamais lus. Et tu sais ce qui m'a fait le plus mal? C'est de devoir choisir ce que j'allais garder d'une vie entière. Tout tenir dans 2 valises. 2 sacs. Et un carton de souvenirs. J'ai dormi mal. Très mal.
Je faisais des cauchemars. Je rêvais qu'André me regardait sans parler. Qu'il m'ouvrait la porte de la maison, et me la refermait au nez. Qu'il me disait, d'un ton vide. Ce n'est pas ta place. Je me réveillais en sueur. Je regardais le plafond. Et je me disais. Pourquoi il n'a rien prévu? Pourquoi il ne m'a pas protégée? Et aussitôt après, je me sentais coupable. De penser ça. De lui en vouloir. Lui qui m'avait aimé. Lui qui était malade. Lui qui n'avait peut-être même pas conscience de ce qu'il laissait derrière lui. Mais moi, je restais. Et moi, je ramassais les miettes. Le jour où j'ai décidé de partir, il pleuvait. Une pluie fine, froide, mais silencieuse. Comme si même le ciel avait pitié. J'ai regardé une dernière fois la maison. Le couloir. La salle de bain. Le lit. Et j'ai murmuré. Merci. Pardon. Et au revoir. Je suis sortie. J'ai fermé doucement la porte. J'ai laissé les clés dans la boîte aux lettres, comme Sylvie me l'avait demandé. Et je suis partie. Sans que personne me dise au revoir. Sans qu'on me propose de me raccompagner. Sans un seul regard derrière. J'étais seule. À 72 ans. Sans mari. Sans maison. Sans droit. Et pourtant, debout. Droite. Fatiguée, oui. Mais debout. Parce que j'avais encore ma voix. Et ça, il ne pouvait pas me la prendre. J'ai pris une chambre meublée. 18 mètres carrés. Un lit trop court. Une plaque électrique. Une fenêtre qui donne sur un mur. Et des murs, trop blancs. Pas propres. Pas neufs. Juste blancs. Comme si quelqu'un avait voulu tout effacer avant moi. J'ai posé mes 2 valises près du lit. Un sac plastique au pied de la chaise. Et ma boîte en fer, celle avec les lettres d'André, sur la commode bancale. Et je me suis assise. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai vu une étrangère. Quelqu'un qui semblait avoir tout perdu. La propriétaire m'a dit en me tendant les clés. C'est pas le Ritz, mais c'est propre. Et au moins, ici, personne ne vous embêtera. Elle voulait être gentille, je le sais. Mais ces mots m'ont piqué comme une aiguille dans la peau. Au moins ici. Comme si le monde entier avait décidé que je devais maintenant me contenter du minimum. Les premiers jours, j'ai dormi peu. Je me réveillais à 5 heures, comme à la maison, par habitude. Sauf qu'ici, il n'y avait pas de café à préparer. Pas de mari à lever. Pas de salle de bain partagée. Rien à faire. Je traînais en peignoir, assise au bord du lit, à écouter les gens passer dans le couloir. Je les imaginais, étudiants, jeunes précaires, peut-être 1 ou 2 immigrés. Des vies entassées dans des pièces de passage. Et moi, là, au milieu. Une veuve sans titre, sans toit, sans héritage. Je sortais peu. J'allais au supermarché en bas. J'achetais toujours les mêmes choses. Du pain, du fromage, un yaourt. Jamais de plats compliqués. Je n'en voyais pas l'intérêt. Je passais souvent devant une vitrine de boulangerie. Le genre avec les tartes aux fruits brillantes et les millefeuilles bien rangés. Et chaque fois, je pensais. Avant, j'aurais pris une tartelette pour André. Aux pommes. Il aimait ça. Mais maintenant, pourquoi? Je me suis inscrite à la bibliothèque municipale. J'ai emprunté 2 romans. Je n'ai lu que quelques pages. Je posais le livre sur mes genoux, et je regardais dans le vide. Parce que quand t'as plus personne avec qui partager ce que tu lis, les mots tombent à plat. Un jour, j'ai croisé une femme dans la laverie. Elle avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus. Elle pliait des draps propres, méthodiquement, comme moi je le faisais autrefois. Elle m'a regardé, elle a souri. Et tu sais ce que j'ai ressenti? La honte. Pas parce qu'elle m'a jugé, elle ne l'a pas fait. Mais parce que moi, dans ma tête, je me disais. Elle doit penser que je suis une pauvre vieille seule. Alors je suis sortie avant qu'elle m'adresse la parole. Je notais les jours sur un carnet. Un trait par jour. Pas pour compter.
Juste pour prouver que j'étais encore là. Et puis un matin, j'ai entendu frapper. C'était la propriétaire. Elle m'a tendu une lettre. J'ai cru que c'était administratif. Une facture, peut-être. Mais non. C'était une lettre de Sylvie. J'ai hésité à l'ouvrir. J'avais le cœur qui battait. Je l'ai ouverte lentement. Une page. Pas très longue. Elle disait. Jeanne. Je voulais vous dire que j'ai été dure. Peut-être injuste. Je ne sais pas si vous me pardonnerez. Mais je vous dois au moins une chose, merci. Merci d'avoir été là pour papa. Merci d'avoir tenu bon. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Sylvie. Je l'ai relu 3 fois. Je ne savais pas quoi ressentir. Ce n'était pas une excuse. Pas vraiment. Mais c'était un début. Et parfois, dans la vie, un début, c'est tout ce qu'il reste. Ce soir-là, j'ai bu une tisane. J'ai mis un peu de musique à la radio. J'ai allumé la petite lampe jaune. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu moins froid. Je n'ai jamais su ce que les gens voulaient dire quand ils me disaient que j'étais forte. Forte pourquoi? Parce que je ne criais pas? Parce que je ne m'effondrais pas au milieu du trottoir? Parce que je continuais à respirer alors que tout me poussait à m'arrêter là? Être forte, je peux te le dire aujourd'hui, c'est pas une qualité. C'est une habitude. C'est pleurer en silence sous la douche. C'est sourire à la caissière quand t'as passé la nuit à pleurer dans un lit trop froid. C'est dire « ça va » quand rien ne va. C'est plier ses draps dans une chambre qui n'est pas chez soi, boire son café en regardant un mur, et se convaincre que c'est provisoire. Même quand tu sais très bien que ça ne l'est pas. La lettre de Sylvie m'avait touchée, bien sûr. Mais je n'étais pas prête à lui répondre. J'avais trop en moi, de la colère, du doute, une tristesse compacte. J'ai mis la lettre dans ma boîte à souvenirs, entre une photo d'André et une liste de courses qu'il m'avait écrite un jour avec sa grosse écriture tremblante. Et je suis retournée à mes silences. Je sortais un peu plus. Je m'obligeais. Le marché du mercredi matin. Les bancs du parc. La bibliothèque. Un jour, j'ai entendu une femme parler de café senior au centre social. Des rencontres entre gens du 3e âge, comme ils disent. Je n'avais aucune envie d'y aller. J'avais horreur de ces lieux où l'on te classe, te catégorise, te parle comme si t'avais 4 ans. Mais j'y suis allée. Pour voir. Pour ne pas devenir invisible. Le jeudi suivant, j'ai passé la porte. Une salle simple. Des tables, du café, quelques tartes. Une dizaine de personnes. Des femmes surtout. Des veuves, pour la plupart. Une d'elles, Eliane, m'a souri. Elle m'a tendu une tasse, première fois? Tu verras, on parle, on se plaint, on rit parfois. Et puis on rentre chez soi. Ça m'a fait sourire. Parce que c'était vrai. Et parce que ça sonnait normal, humain. Ce jour-là, je n'ai pas parlé. J'ai écouté. J'ai entendu des histoires d'enfants absents, de maris malades, de pensions trop petites. Et j'ai pensé, je ne suis pas seule. Je ne suis pas la seule à m'être oubliée pour quelqu'un. Je ne suis pas la seule à avoir été remerciée par l'indifférence. La semaine suivante, je suis revenue. Et j'ai parlé. Pas tout. Juste un morceau. J'ai dit, j'ai vécu avec un homme pendant 38 ans. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. Il est mort. Et ses enfants m'ont demandé de partir. Silence. Et puis une main sur mon bras. Eliane encore. Elle a murmuré, moi aussi. Pareil. Et là, j'ai compris que ma douleur avait des sœurs. Et que ce qui me semblait être une injustice isolée, c'était en fait une mécanique qu'on connaît trop bien, une femme donne tout, et quand l'homme n'est plus là, elle devient un détail administratif. Ces rencontres ont été mon souffle. Une fois par semaine, je respirais. J'entendais des phrases simples, vraies, qui me raccrochaient au monde. Une femme m'a dit, Jeanne, t'as pas besoin d'être forte. T'as juste besoin d'être debout. Et je me suis dit, c'est exactement ça.
Assez debout pour tenir une tasse. Pour ouvrir les volets. Pour sortir dans le vent. C'est déjà pas mal. Un jour, la responsable du centre m'a proposé de raconter mon histoire dans un atelier d'écriture. Juste pour poser les choses. J'ai refusé au début. Et puis j'ai accepté. Parce que j'avais besoin de sortir ça de moi. J'ai écrit la première phrase, je m'appelle Jeanne. J'ai 72 ans. Et on m'a demandé de quitter ma maison. En la relisant, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que c'était brutal. Court. Mais tellement vrai. Le reste est venu tout seul. Pas comme un roman. Comme un témoignage. Au bout de 3 semaines, j'avais rempli un cahier. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Juste ma vie. Mon deuil. Mon abandon. Et cette lente reconstruction qu'on ne voit jamais dans les journaux. La responsable m'a demandé si elle pouvait en faire une lecture publique. Je n'y tenais pas. Mais elle a insisté. Pas pour moi, m'a-t-elle dit. Pour les autres. Pour celles qui n'osent pas parler. La lecture a eu lieu un vendredi. Une petite salle, des chaises pliantes. Je n'ai pas lu moi-même. Une comédienne, très douce, l'a fait à ma place. Et moi, j'étais là, au fond. Je regardais les gens. Et je les voyais, émus. Touchés. Une dame a pleuré. Un monsieur a hoché la tête tout du long. Et quand la lecture s'est terminée, une femme s'est approchée de moi. Merci. Vous avez dit ce que je n'ai jamais réussi à formuler. Ce soir-là, en rentrant dans ma petite chambre, j'ai allumé la lumière jaune, j'ai regardé mes rideaux trop courts, et j'ai ressenti une chaleur étrange. J'étais toujours seule. Toujours sans maison. Mais je n'étais plus effacée. J'avais raconté. Et en racontant, j'avais repris un morceau de moi. André me manque, bien sûr. Tous les jours. Il me manque dans les détails, quand je mets 2 couverts par réflexe, quand j'entends une vieille chanson, quand je croise un homme qui lui ressemble de dos. Mais il me manque sans douleur désormais. Juste avec cette tendresse qui reste quand la colère est partie. Et Sylvie ? Je ne lui ai pas encore répondu. Mais je relis sa lettre parfois. Pas pour lui pardonner. Pour me rappeler que dans ce monde sec, il reste des gestes maladroits qui comptent. Je ne sais pas ce que je ferai. Ni où je finirai mes jours. Mais une chose est sûre, ce qu'ils m'ont pris, ils ne pourront jamais me le reprendre une deuxième fois. C'était à la sortie d'une petite conférence au centre social. Un truc organisé par la ville, Femmes et vieillesse invisible. Rien de bien médiatisé. Quelques chaises, un micro, 3 intervenantes, une douzaine de femmes dans la salle, toutes âgées, toutes silencieuses au début. On avait écouté, on avait pris des notes. Puis à la fin, ils ont ouvert la parole au public. Une femme s'est levée, cheveux gris, lunettes fines, très droite dans sa robe noire. Elle s'est tournée vers moi. Je ne la connaissais pas. Elle m'a dit, « Jeanne, vous êtes la femme de l'ombre. » Je l'ai regardée. J'ai souri doucement. Et j'ai répondu, sans réfléchir, mais sans moi, il n'y aurait pas eu de lumière. La salle est restée silencieuse une seconde. Puis quelques rires, discrets, puis des applaudissements. Ce n'était pas une punchline. Ce n'était pas préparé. C'était simplement vrai. Parce que c'est exactement ça. J'ai été cette femme dans l'ombre. Celle qui tient debout pendant que l'autre s'effondre. Celle qu'on n'écoute pas parce qu'elle ne crie pas. Celle qui se lève avant tout le monde, se couche après, qui range, qui soigne, qui gère, et qui ne demande rien. Mais sans moi, André n'aurait pas pu vivre à la maison jusqu'au bout. Sans moi, il aurait fini seul dans une chambre blanche, les yeux perdus. Et ça, même si personne ne veut le dire officiellement, c'est moi qui l'ai offert. Quand j'ai dit cette phrase, sans moi, pas de lumière, je me suis surprise moi-même. Parce qu'avant, je n'aurais jamais osé. J'aurais baissé les yeux, dit merci, et c'est tout. Mais là, j'étais prête. J'avais changé. Ce jour-là, j'ai croisé une journaliste locale. Elle m'a demandé si elle pouvait m'interviewer. J'ai hésité, bien sûr. Mais j'ai fini par dire oui. Pas pour moi.
Pour toutes celles qui n'osent pas. L'article est sorti une semaine plus tard. Un petit encart dans un journal régional. Titre simple, Jeanne, 72 ans, la femme qu'on a effacée après avoir tout donné. Rien de sensationnel, mais juste. Vrai. Mon histoire, sans exagération. Et là, il s'est passé un truc que je n'attendais pas. Une lettre. Puis 2. Puis 5. Des femmes m'écrivaient. Des inconnus. Merci, Jeanne. Moi aussi on m'a poussée dehors. Moi aussi, j'ai tout fait pour mon mari malade. Moi aussi, les enfants ont repris la maison dès la fin. L'une d'elles avait même fini dans une caravane. Une autre dormait chez sa sœur, dans une pièce sans fenêtre. Et toutes disaient la même chose, on nous efface. Mais on n'a jamais cessé d'exister. J'ai relu ces lettres des dizaines de fois. Et je me suis dit, il faut que ça serve à quelque chose. Ce n'est pas juste mon histoire. C'est un modèle. Une mécanique cruelle. Une façon de considérer les femmes âgées comme des pages tournées dès que l'homme meurt. Alors j'ai pris rendez-vous avec une assistante sociale. J'ai dit, je veux savoir ce que je peux faire. Pour moi, oui, mais surtout pour les autres. Elle m'a reçu. Elle a écouté. Et elle a dit, on entend souvent des cas comme le vôtre. Mais très peu osent le dire. Vous avez les mots. Vous pourriez aider. Et là, quelque chose s'est ouvert. Je ne suis pas devenue militante. Je n'ai pas fait de grands discours à la télé. Mais j'ai commencé à aller parler dans des petits groupes. Des cafés associatifs. Des maisons de quartier. Des foyers pour femmes seules. Et je racontais. Avec mes mots. Ma voix. Mes silences. Et à chaque fois, je voyais les têtes qui hochaient. Les yeux qui s'humidifiaient. Les bouches qui s'ouvraient, enfin, pour dire, moi aussi. Et ça, c'était plus précieux que tout. Je n'avais plus de maison, c'est vrai. Mais j'avais repris ma place dans le monde. Une place simple, discrète, mais vraie. Un jour, une jeune femme est venue me voir à la fin d'un atelier. Elle m'a dit, je vous ai entendu parler de votre mari. Vous disiez que vous lui chantiez ses chansons préférées quand il ne reconnaissait plus rien. Moi, ma grand-mère est dans un EHPAD. On dit qu'elle est absente. Mais ce soir, je vais aller lui chanter sa chanson. Comme vous. Et là, j'ai pleuré. Pas de douleur. De gratitude. Parce que même si personne ne me rendra ce qu'on m'a pris, je peux transmettre. Et dans un monde comme celui-là, où les vieux dérangent, où les femmes qui ne servent plus sont mises de côté, parler devient un acte de résistance. Je n'ai jamais été héroïne. Je n'ai jamais fait la une. Mais aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus une femme jetée hors de chez elle. Je vois une survivante. Une passeuse. Une mémoire. Et je suis fière. Pas arrogante. Fière d'avoir tenu. D'avoir aimé jusqu'au bout. D'avoir continué à marcher quand tout me poussait à m'asseoir et disparaître. Marc, je ne l'attendais pas. Je pensais ne plus jamais entendre parler de lui. Il avait été froid, distant, presque absent pendant toute la maladie de son père. On aurait dit qu'il venait par obligation, et encore, de plus en plus rarement. Il ne restait jamais plus de 15 minutes. Il posait une main sur l'épaule d'André, lançait un « ça va, papa », et repartait en disant qu'il avait un appel urgent. Alors recevoir une lettre de lui, un matin, dans ma boîte aux lettres grises du couloir, ça m'a figé. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Juste mon prénom, écrit d'une écriture rigide, presque mal à l'aise. Jeanne. Je l'ai ouverte debout, dans le couloir, sans même poser mon sac. 3 pages. Écrites à la main. Avec des ratures, des lignes rayées, des hésitations. Rien que ça m'a touchée. Il avait pris le temps d'écrire. Pas un email, pas un message froid, non, une vraie lettre. Il commençait par « Je ne sais pas comment t'appeler ». Jeanne ? Madame ? Je vais dire Jeanne, parce que c'est comme ça que papa te disait. Puis il a raconté. Un peu de son enfance. La séparation de ses parents.
Sa mère qui lui disait souvent que son père avait refait sa vie et oublié ses enfants. Une rancune silencieuse qu'il portait sans vraiment la comprendre. Il m'a écrit qu'il n'avait jamais su comment me voir, comme une étrangère? Une intruse? Une menace? Puis, plus tard, comme celle qui était là quand lui, il n'y était plus. Et là, dans ces lignes maladroites, j'ai compris. J'ai compris que leur rejet, leur silence, leur décision brutale de me faire partir de la maison, ce n'était pas seulement de l'indifférence. C'était de la gêne. De la dette. Et surtout, de la honte. Parce qu'ils savaient, quelque part, qu'ils m'avaient laissé porter seul un fardeau qui leur appartenait aussi. Marc m'écrivait, « Je n'ai jamais pu te dire merci. Ni te regarder sans penser à tout ce que je n'ai pas fait. Alors j'ai préféré t'éloigner. » Et cette phrase, elle m'a broyé le cœur. Parce que c'était exactement ça. Ce n'était pas moi qu'ils rejetaient. C'était leur propre absence. Ils terminaient la lettre par « Je ne te demande pas pardon. » Ce serait facile. Je voulais juste que tu saches que j'ai vu. Même si c'était trop tard, j'ai vu ce que tu as fait. Je me suis assise sur le lit, la lettre encore en main. Je ne pleurais pas. Je relisais. Lentement. Comme si chaque mot méritait d'être digéré. Et je me suis dit, voilà. Enfin. Il a mis des mots sur ce que personne n'avait osé nommer. Je ne sais pas si c'était une demande de paix. Un début de réconciliation. Ou juste une manière de déposer quelque chose qu'il portait trop longtemps. Mais ce que je sais, c'est que cette lettre, elle m'a soulagée. Pas parce qu'elle effaçait ce qu'on m'avait fait. Mais parce qu'elle reconnaissait enfin que j'avais existé. Les jours suivants, je me suis sentie plus légère. Pas joyeuse, non. Mais droite. Rétablie, dans un sens. Parce que le plus dur, tu sais, ce n'est pas d'être maltraité. C'est d'être ignoré. Rayé. Silencé. Et là, pour une fois, j'étais entendue. J'ai répondu. Une lettre simple. J'ai dit merci. J'ai dit que je ne gardais pas de haine, seulement des cicatrices. J'ai dit que son père l'aimait, même quand il ne s'en souvenait plus. J'ai ajouté que j'espérais qu'il ferait mieux, à son tour, avec les gens qu'il aime. Je ne sais pas s'il l'a lu. Il n'a jamais répondu. Et ce n'est pas grave. Ce que j'ai compris, à ce moment-là, c'est que les mots, même tardifs, peuvent réparer quelque chose. Pas tout. Mais quelque chose. Et qu'en vieillissant, ce qu'on veut, ce n'est pas des cadeaux, des promesses ou des excuses. C'est juste qu'on dise la vérité. Même un peu. Même mal formulée. Aujourd'hui, je vis dans un appartement de 28 mètres carrés, au 2e étage d'un petit immeuble sans ascenseur, avec des murs en crépi et des voisins qui écoutent la radio trop fort. Ce n'est pas la maison d'avant. Ce n'est pas le jardin avec les rosiers cendrés taillés en silence. Ce n'est pas la grande cuisine, ni la chambre baignée de lumière où je l'ai veillée. Non. Ce n'est pas tout ça. C'est autre chose. C'est petit, parfois bruyant, souvent trop chaud ou trop froid, mais c'est chez moi. Et ce « chez moi », je ne le dois à personne. J'ai eu de la chance. Une assistante sociale m'a aidé à faire une demande de logement social. Le dossier a mis 6 mois à passer. Mais un jour, le téléphone a sonné. Une voix m'a dit, « Madame Girard ? On a une proposition à vous faire. » J'ai visité, j'ai hésité, puis j'ai accepté. Parce que j'en avais assez de vivre dans l'entre-deux. De dormir dans une chambre prêtée, de manger sur un coin de table, de toujours devoir expliquer où j'en étais. Ici, même si le lino est abîmé, même si la peinture s'écaille dans un coin, je peux respirer. J'ai accroché 3 photos au mur, une de moi jeune, avec André au bord de la mer. Une de mon père, en noir et blanc. Et une de moi, seule, devant une fenêtre. Cette dernière, c'est Eliane qui me l'a prise, lors d'un atelier photo au centre social. Elle m'a dit, « Tu regardes comme une femme qui n'a plus peur de rien. » Je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'aime le croire. Mon quotidien est simple. Je me lève tôt, toujours. Le corps garde ses habitudes, même quand la vie change. Je prends mon café au lait dans une tasse bleue ébréchée.
Je lis le journal gratuit qu'on glisse dans la boîte à lettres. Je sors marcher. J'ai mon banc préféré au parc. Celui qui donne sur un grand arbre dont je ne connais pas le nom, mais qui change magnifiquement de couleur à l'automne. Je fais un peu de bénévolat, maintenant. 2 après-midi par semaine, je tiens compagnie à des personnes âgées isolées dans un foyer du quartier. Je les écoute. Et souvent, je me reconnais dans leurs mots. Certaines ont tout perdu. D'autres n'ont jamais eu grand-chose. Mais toutes ont une histoire qu'on n'a jamais pris le temps d'écouter. Ce travail me donne une forme de joie tranquille. Parce qu'il ne s'agit pas de faire. Il s'agit juste d'être là. Présente. À l'heure. Entière. Je me rends compte que je n'ai jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. C'est étrange, hein? Parce qu'en apparence, j'ai moins qu'avant. Moins d'espace. Moins de meubles. Moins de repères. Mais j'ai aussi moins de peur. Moins de faux semblants. Moins de silence pesant. Je n'ai plus à prouver que j'ai ma place. Je la prends, doucement, sans bruit, mais solidement. Je n'attends plus qu'on me remercie. Ni qu'on me rende justice. Parce que la justice, je la porte déjà en moi. Dans ma voix. Dans mes choix. Dans chaque pas que je fais seul, dans la rue, sans que personne me tienne le bras. C'est pas de la fierté, non. C'est une forme de paix. Parfois, je repense à la maison. Pas souvent. Mais il y a des moments où elle me revient. Quand je sens une odeur de soupe qui mijote. Quand j'entends une chanson d'Aznavour. Quand je passe devant un portail en fer forgé. Alors j'ai un pincement. Bref. Profond. Mais je respire. Et ça passe. La mémoire ne s'efface pas. Mais elle s'apprivoise. On apprend à vivre avec ce qui manque, comme on s'habitue à marcher avec une pierre dans la chaussure. Au début, on boite. Puis, à force, on trouve un rythme. Je ne cherche plus à tout réparer. Ni à comprendre pourquoi certains m'ont laissé tomber. Je laisse ça derrière. Ce que je garde, c'est ce que j'ai construit depuis. Ma force. Ma voix. Mon silence devenu parole. Je sais que la fin approche. À 73 ans, on ne se raconte plus d'histoire. Je ne parle pas de mourir demain. Mais je sens bien que tout devient plus lent, plus fragile. Les genoux grincent, le souffle est court, la mémoire flanche parfois. Et pourtant, je n'ai jamais été aussi vivante. Parce qu'au fond, il m'a fallu perdre tout ce que je croyais être ma vie pour comprendre qui j'étais vraiment. Et cette femme-là, celle qui écrit aujourd'hui, celle qui regarde le monde sans attendre d'approbation, je l'aime bien. Quand je repense à cette porte qu'ils m'ont fait franchir, le jour où j'ai quitté la maison, je revois tout au ralenti. Les clés que je pose. Le battant qui se ferme. Le son du verrou. Et ce vide derrière moi. C'était pas seulement une maison qu'on me reprenait. C'était tout ce que j'avais porté pendant 38 ans. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis, heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que si je n'étais pas sortie de chez eux, je ne serais jamais rentrée chez moi. Je n'aurais jamais vu ce que je valais sans eux. Sans lui. Sans la place de femme d'eux. J'aurais continué à vivre dans l'ombre, à croire que j'étais utile seulement quand je servais. Et c'est peut-être ça, le plus difficile à accepter, on passe une vie à se rendre indispensable aux autres, mais on oublie de l'être à soi-même. Le jour où j'ai emménagé dans mon petit appartement, j'ai cru que je faisais un pas en arrière. Mais non. C'était un saut vers l'avant. Lent, tremblant, mais réel. J'ai réappris à exister. À être regardée autrement. À me regarder autrement. Non plus comme une survivante, mais comme une femme encore en marche. Je me suis même remise à rire. Pas les rires polis. Des vrais. De ceux qui montent sans prévenir, qui secouent les épaules, qui mouillent les yeux. C'est souvent Eliane qui m'y pousse. Elle a ce don-là, trouver le mot qu'il faut, même quand on n'en peut plus. On a monté un petit groupe ensemble. On s'appelle entre nous les invisibles. On se retrouve une fois par mois, dans la salle du bas du centre social. On ne fait pas grand-chose. On parle, on écrit, parfois on chante. Et à chaque fois, je me dis,
Ça, c'est ma maison maintenant. Ce cercle. Ces voix. Ces femmes qui ont traversé la même mer que moi, dans des bateaux différents. Un jour, une jeune bénévole nous a dit, « Vous êtes courageuse. » On a souri. On lui a répondu, « On n'est pas courageuse. On est juste resté debout quand on avait 1000 raisons de tomber. » Et c'est vrai. Parce que quand t'as perdu ton amour, ton foyer, ton statut, il reste que toi. Et toi, tu dois suffire. Tu dois t'aimer assez pour recommencer, même tard, même seul. Je ne suis pas devenue une militante. Je ne suis pas montée à Paris, je n'ai pas fait de pétition. Mais je parle. Partout où on me tend un micro, une chaise, une oreille. Je raconte. Non pas pour qu'on me plaigne, mais pour qu'on comprenne que ça peut arriver à n'importe qui. Que ce n'est pas une question d'intelligence, de prudence ou de droit. C'est une question de regard. De ce qu'on vaut, aux yeux des autres, une fois qu'on n'est plus utile. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé que ma valeur ne dépendrait plus jamais du regard des autres. Je suis Jeanne. J'ai 73 ans. J'ai été femme d'un homme, belle-mère sans nom, soignante de l'oubli, dépositaire du silence. Et aujourd'hui, je suis simplement moi. Libre. Pas riche. Pas protégée. Mais droite. Et s'il faut, demain encore, repartir à zéro, je le ferai. Parce que même quand on vous met dehors, la vie peut vous ouvrir la vraie porte. Si mon histoire vous a parlé, si elle vous a touché ou simplement fait réfléchir, alors abonnez-vous à la chaîne. Ici, on donne la parole à celles et ceux qu'on n'écoute plus assez. Et parfois, quelques mots vrais peuvent changer une vie. Merci d'avoir écouté. À bientôt.